On va... On va commencer. C'est vrai que je crois que cette pluie a dû décourager pas mal de personnes là ce soir. Donc avant de laisser la parole à Hélène Baudouin, qui est psychiatre, qui est psychosomaticienne, qui travaille la psychosomatique à partir des concepts samialiens, c'est important de le dire, et qui va nous parler de la dépression versus effectivement psychosomatique relationnelle. Alors ce qui est important, c'est quand même de préciser, je pense qu'il y a un certain nombre qui viennent régulièrement, au fond ce qu'on entend par psychosomatique, hein, c'est toujours cette dimension de l'unité et c'est toujours, je dirais, donner une importance considérable au phénomène relationnel. C'est-à-dire que c'est la relation qui existe et qui... Mais il faut considérer effectivement que cette dimension relationnelle, elle va nous permettre d'avoir un point de vue ou une vision différente sur la dépression telle qu'elle est proposée dans la psychopathologie, et notamment dans la psychopathologie freudienne. Alors effectivement, à travers l'identification à l'objet perdu, tout ça c'est la psychopathologie qui est habituelle. Alors Samiali diffère et je vais vous transmettre à propos de la dépression et de l'angoisse sont directement issus des travaux qui ont lieu du CIPS maintenant depuis pas mal d'années et qui, en tout cas, établit quelque chose qui n'est pas établi dans la psychiatrie, c'est-à-dire établit un lien entre l'angoisse et la dépression. Alors, effectivement, il n'y a pas de lien dans la psychiatrie, ni dans le DSM-5, entre l'angoisse et la dépression. Ce sont deux entités différenciées, voire presque deux types de maladies différentes, en quelque sorte. Alors, on peut considérer ici, pour un peu, je dirais, largement schématiser les choses, que l'angoisse est toujours issue d'une situation relationnelle conflictuelle, alors que la dépression elle est toujours issue d'une situation relationnelle d'impasse, qui mène à l'impasse. Quelle est la différence entre le conflit et l'impasse? Et dans le conflit, on est soumis à l'alternative simple. Dans l'impasse, il n'y a plus du tout d'alternative, ou du moins toutes les solutions reviennent aux mêmes et sont identiques, ce qui veut dire pas, je dirais, comme son nom l'indique, on est véritablement dans une impasse. Alors, l'angoisse, il faut savoir que c'est un affect qui signifie dans l'absolu, qu'à interroger les gens cliniquement du point de vue d'impasse, qui signifie dans l'absolu la peur issue, au fond, de la non-reconnaissance de soi et de cette réaction corporelle propre, je dirais, à l'angoisse, avec un sentiment étrange, d'ailleurs, de l'espace et du temps. Donc, c'est, pour résumer, la peur de se perdre soi en tant que personne, en tant qu'identité. Mais bien sûr, ça reste une peur, ça n'est pas une réalité. Alors, il y a deux modalités relationnelles qui peuvent s'établir pour la peur. Soit que l'objet qui est considéré comme objet qui fait peur se transfigure, se métamorphose, et du même coup le sujet en même temps se transfigure et se métamorphose. C'est-à-dire, si j'ai peur de l'araignée, l'araignée va complètement métamorphoser et l'espace et le temps, et l'objet lui-même, et va me transformer également moi-même. Et puis il peut y avoir de l'angoisse sans objet qui va aboutir à cette impression de mort imminente, un vide sidéral, c'est l'état de panique, panique attaque, où la peur va finir par engendrer la peur de façon insensée et constante, aller jusqu'à la peur de mourir. C'est ce que racontent les personnes qui vivent des états de panique. Alors, cette peur de l'éventualité de disparaître, de se transformer, elle est sous-tendue bien sûr par la projection. Il est entendu que si je projette sur l'araignée, effectivement, toute cette déformation, c'est que j'ai modifié ou j'ai reconstruit la réalité, je dirais, à partir de moi-même, mais ce n'est en aucun cas possible, même si l'angoissé dira avec raison qu'il est capable de comprendre que ce n'est pas une araignée qui va l'avaler. C'est plus fort que lui, ça devient sa réalité. Mais en tout cas, cette peur, elle va être envisagée dans le cadre de l'imaginaire, c'est-à-dire en utilisant cette projection. Ce n'est que de l'imaginaire. Alors que, effectivement, l'angoisse, il n'y a plus de peur. C'est comme si cette peur éventuellement de se perdre n'a plus de raison d'être parce que, dans la dépression, pardon,
quand je dis l'angoisse, dans la dépression, pardon, j'ai fait un lapsus. Effectivement, il n'y a plus de peur parce qu'il n'y a plus d'angoisse, parce qu'il n'y a plus d'activité projective non plus. Donc c'est carrément la perte du sujet lui-même. La dépression, c'est l'équivalent de la perte de soi-même. Alors, cette succession ou cette continuité, je dirais dans le temps, entre l'angoisse, qui est la peur éventuelle de se perdre, qui est la perte de son identité, et la dépression, qui signifie l'identité perdue, s'observe souvent dans la clinique psychiatrique et elle a été décrite quasi expérimentalement par les travaux de Spitz. Alors, les enfants abandonnés, souffrant de carences maternelles, prolongées face au vide relationnel, qui signifie la perte de soi et la perte de l'autre simultanément, vont pleurer au début, ce sont les signes de l'angoisse. Puis les pleurs vont devenir incessants et vont finir par laisser la place à des comportements magiques comme la stéréotypie, le balancement. C'est une ultime tentative, en fait, pour faire revenir le lien ou la relation avec l'extérieur. Ces comportements répétitifs sont des expressions extrêmes d'une situation relationnelle, excluant toute autre expression et se répétant jusqu'à épuisement vers ce que Spitz a appelé la dépression anaclitique. Alors, la situation relationnelle de l'enfermement crée l'impasse, tant sur le plan psychique que sur le plan fonctionnel, que sur le plan moteur et que sur le plan biologique également. Il y a donc un lien fondamental entre l'impasse, dont va parler Hélène, la dépression et l'épuisement de la fonction projective, qui est synonyme de la dépression. Voilà, c'est un petit rappel par rapport à ceux qui ont écouté la dépression par rapport au point de vue de la psychosomatique relationnelle propre à Sabiani. Je te laisse la parole et nous t'écoutons parler de dépression de l'enfant et de l'adulte et de la femme. Merci à toi, merci à vous d'être là. Alors moi je vais aborder cette question par la clinique et je vais plutôt centrer sur la relation puisque c'était le thème de la relation mère-enfant. Si comme nous apprend Sami Ali tout est relationnel, donc la relation mère-enfant est bien la première relation à se vivre, tout d'abord par et dans le corps, puis par et dans le lien psychologique. Et elle est absolument centrale dans le développement psychique de chacun d'entre nous. Pour illustrer un des aspects de cette relation mère-enfant aujourd'hui, j'ai choisi de partir de l'observation d'une patiente adulte qui va nous faire remonter dans le temps et évoquer les effets de cette relation sur sa construction psychique et donc aborder la vision que les adultes sont des anciens enfants, que les enfants sont des adultes en devenir, des liens qu'on oublie parfois un peu trop, à mon goût. Alors, l'observation, c'est le cas de Madame B, qui est âgée de 66 ans quand elle vient me voir en octobre 2016. Alors, je sais que j'ai eu envie de parler de cette patiente dès que le thème des soirées ont été annoncés par Daniel. Et pourtant, au fil du temps, je me demandais qu'est-ce que je pouvais avoir à vous dire. En fait, c'était un petit peu difficile, mais comment faire ressortir l'intérêt qu'il y a à parler de ce cas. Et pourtant, je le ressentais bien. Et c'est un intérêt que j'ai retrouvé au fil de l'écriture. Donc j'ai quand même mis un peu de temps à passer à la rédaction, parce que ce qui domine ici est une forme d'ennui, la problématique d'un vide existentiel, d'une dépression chronique où rien n'est vraiment grave, mais pourtant rien ne va non plus. Nous sommes parfois confrontés en tant que psychiatres à cette question du sens de la vie, du sens des choses que le patient semble avoir perdu, parfois allant jusqu'à une forme de climat suicidaire, mais sans réelle affirmation, mais c'est quand même présent. C'est sous-entendu dans des conduites passives, mais que l'on peut entendre. Il n'y a pas de combat contre de l'angoisse ou des hallucinations, ou bien des conflits avec l'autre qui nous permettent d'espérer une issue et guident notre travail vers l'apaisement, vers la prise de décision. Ici, plutôt tout est à inventer parce que c'est la créativité même de la patiente qui est comme en panne et risque de nous entraîner dans une même impuissance thérapeutique.
Comment échapper à la banalité qui risquerait de nous ramener à ne pas faire plus qu'un parent, qu'une amie, en disant ça va pas, mais bon, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce que ça va pas? Alors évidemment, on a une spécialité médicale, de psychiatre, et donc qu'est-ce que ça nous demande d'apporter réellement sur un plan plus scientifique, plus efficace? J'ai parfois vécu très intensément ces dialogues à la recherche du sens avec des patients qui étaient au bord du passage à l'acte, mais ici finalement avec Madame B, ce n'est même pas de cette intensité, de cet enjeu dont il peut être question. Elle n'a aucune envie, ni aucune conduite suicidaire. Donc je vais diviser cette observation en deux parties, parce qu'elle a interrompu à un moment ces séances, et finalement ça a créé deux temps différents. La première partie de l'observation s'étale entre septembre 2016 et octobre 2017, donc une année. Lorsque je la vois pour la première fois, son seul questionnement est au sujet de cette prescription d'antidépresseurs qu'elle renouvelle en permanence depuis 15 ans. D'abord établie par un psychiatre, puis assez rapidement, simplement réitérée par son médecin généraliste. Et ça va, avec l'antidépresseur, ça va. Mais en 2014, elle a pris sa retraite. Elle était agent administratif dans un service où elle se sentait bien, et quand même, depuis cette retraite, c'est devenu un peu plus difficile. Alors, elle a reconsulté une psychologue, mais, dit-elle, elle tourne en rond. Alors, son médecin généraliste lui propose d'arrêter l'antidépresseur, en se demandant si c'est vraiment actif. Ils s'y prennent de façon très progressive, et pourtant, quand elle arrête complètement, elle voit très vite réapparaître un malaise, des images dans la tête, des idées en boucle, de l'angoisse massive. Et elle n'a pas tenu 6 jours, elle a repris un comprimé. Elle a revu son médecin généraliste, et puis quand même, elle a décidé de consulter un psychiatre. Alors elle me dit, du coup, je vais mieux, j'arrive à fonctionner, mais je ne dors pas sans un somnifère et je prends un quart de Lexomil de temps en temps. Alors je lui demande pourquoi revoir un psychiatre. Elle me répond, pour qu'il m'aide à parler, à voir un peu plus clair dans ma vie. J'ai un mari qui n'est pas facile, qui ne comprend pas et qui me dit que je finirai à Sainte-Marie. 40 ans de vie commune. Il est à la retraite, mais il est actif. Il fait des choses de son côté. Bon, quand même, il me sécurise parce qu'il est différent de moi. Peut-être sous-entendu, il n'est pas dépressif. Je suis quelqu'un de fragile. Au 14 juillet, c'était en 2016, je n'étais pas là, mais ça m'a beaucoup touchée. Alors, leur fils a maintenant 33 ans. Il est marié, il vit très près d'eux, mais elle sent qu'il se tient à une distance relationnelle et cela lui fait de la peine. Elle se sent toujours maladroite et un peu rejetée. Elle reconnaît que le père de ce fils, son mari, a été quand même un peu envahissant avec lui, finalement comme avec elle. Dans ses antécédents familiaux, Madame B est la seconde de 4 enfants. Elle a un frère aîné, un frère et une sœur plus jeune. Le second frère, le plus jeune, a coupé tout contact avec sa famille depuis des années. Je ne sais pas trop pourquoi. Leur père a souffert de psychose, ce qu'on a appelé la psychose maniaco-dépressive. Il a toujours été suivi sur le plan de ses médicaments, mais n'a jamais fait de psychothérapie. Et il a fini par se suicider, lui, à l'âge de 71 ans, par pendaison. En plus, l'année de la naissance du fils de ma patiente, et en plus, c'est elle-même qui l'a découvert. Avec sa sœur, elles allaient lui rendre visite et elles ont découvert leur père pendu. La mère, elle, est décédée en 2004 et elle dit avoir eu une très bonne entente avec elle. Alors, la présence de ce père malade psychiquement a été ressentie comme très lourde pendant toute l'enfance. Il avait la maladie de la persécution, il a arrêté de travailler très jeune. Elle a fait plusieurs psychothérapies. Sa sœur également a fait une psychothérapie quasiment toute sa vie d'adulte. Mais elle sent bien, elle, qu'elle n'a pas tout travaillé. Mais est-ce que ça vaut la peine de reprendre un travail? Ou bien est-ce que seulement elle a un manque de sérotonine et tout simplement il faut qu'elle prenne le médicament et qu'elle ne cherche pas plus loin? Elle me dit, depuis 2 ans, je me plains de ma vie, j'ai une obsession, comment occuper mes journées?
Elle allait à l'université interâge, mais sans passion. Elle fait un peu de gym, et puis surtout le Scrabble, qui l'occupe et qu'elle investit beaucoup, reconnaissant que cela est même un peu devenu addictif. Alors c'est ainsi que se termine notre premier entretien, et nous allons nous voir régulièrement pendant 1 an. La reprise de l'antidépresseur l'améliore tout de suite. L'idée de devoir en prendre toute sa vie quand même l'inquiète. Alors 4 sujets reviennent qui chacun renvoie à l'impasse. Le mari, elle dit, ce n'est pas un méchant bougre, mais on n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Et c'est une grande souffrance pour moi. Il tient des propos de plus en plus extrémistes. Avant, on était plus d'accord philosophiquement. Et puis, il a toujours mal quelque part. On a moins d'amis qu'avant. Enfin, c'est des soirées télé, et en vieillissant, ça va être encore pire. J'exagère un peu, on va quand même bientôt partir en croisière avec des amis. Il s'avère sûrement qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue entre eux. Elle a voulu le quitter à la naissance de leur fils. Elle a fait une tentative en le laissant un jour avec l'enfant encore très petit. Elle lui disait « moi j'y arrive plus ». Il l'a appelée tout de suite en lui disant qu'il fallait qu'elle rentre à la maison. Et elle l'a fait, elle est rentrée, elle n'a jamais plus retenté le départ. Et sans doute n'en ont-ils jamais plus reparlé. Je vis au quotidien avec quelqu'un qui me pèse. Est-ce que ce serait ça le problème ? Mais finalement, elle réalise sa difficulté à imaginer de vivre seule. Je ne saurais pas vivre seule, c'est compliqué. Comment peut-on avancer ? Le deuxième sujet qui revient souvent, c'est la mort de sa mère. Sa mère avait 83 ans quand elle est décédée, et ça s'est déroulé dans des circonstances particulières. Madame B l'avait amenée aux urgences de l'hôpital, il y avait eu une alerte cardiaque, et au moment de la coronarographie, son état de santé a basculé et elle a passé 1 mois en réanimation, puis 5 mois en service de médecine, mais elle n'y était plus, dit Madame B, je n'ai toujours pas compris ce qui lui est arrivé. On a parlé de virus. Je ne suis jamais allée chercher le dossier médical, c'était bizarre, c'était dur. Il y a eu des frictions avec mon frère au moment de l'accompagnement de fin de vie. Lui, il voulait lui mettre une sonde gastrique, moi, je ne voulais pas. Les frictions familiales étaient fréquentes. Elles ont toujours été fréquentes tout au long de l'enfance et puis de l'âge adulte, surtout des enfants, entre les frères, la politique. Enfin, elle se souvient de Noël absolument épouvantable entre son mari, son frère, avec des départs en pleine nuit. Enfin voilà, un climat très conflictuel. Mais pour en revenir au départ de sa mère, elle dit qu'elle y repense beaucoup ces derniers temps, elle ne sait pas pourquoi. Je boucle sur elle, dit-elle. Un bon exemple de la relation mère-enfant. Ces derniers jours à l'hôpital, les maltraitances, les aides-soignantes, j'ai ça dans la tête, alors que ça fait plus de 12 ans qu'elle est partie. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ou pas ? Ça déclenche une émotion de parler de ça. J'ai le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Mais qu'aurait-elle pu faire d'autre ? Quand elle n'était pas trop mal avant, j'aurais pu être plus présente. Mais c'était compliqué, parce qu'elle appelait un peu au secours, mais c'était surtout mon frère aîné. Et lui ne venait pas souvent la voir. Donc ça, c'est le climat vis-à-vis de sa mère. Ensuite, elle parle de son fils. Donc elle a quand même bien repéré que ces symptômes dépressifs ont commencé pendant la grossesse, au 3e mois. Et ils ont été suffisamment importants pour nécessiter la mise en place d'un traitement. L'enfant a eu des problèmes scolaires. Elle dit, la mère n'était pas bien, alors l'enfant. Aujourd'hui, ce n'est pas un intellectuel, mais il va bien. Il a eu un retard de langage. Elle l'a très vite amené à consulter, dès l'âge de 6 ans. Il a vu un psy dans un CNPP. Le psy était inquiet au départ. Et puis à 10 ans, le jeune garçon en a eu marre et les consultations se sont arrêtées. Et finalement, il a fait son chemin. Il a une profession, enfin, il a une vie normale. Alors, parmi les sujets qu'elle aborde, c'est sa situation d'être dans un manque d'issue, de ne pas savoir même quoi dire. Quand elle vient à ses séances, elle dit mais quoi vous dire ? À quoi peut bien me mener de vous dire tout ça ? Je viens vous voir parce que ça passe par la parole, mais je n'arrive pas à avoir d'issue.
Il n'y a pas de miracle, ça ne marchera pas sur moi. J'ai quand même du mal à saisir. Je suis quelqu'un de fragile et j'ai peut-être hérité de mon père. Comment peut-on avancer? Toutes ces phrases se répètent au cours des séances. Un jour, je lui parle d'impasse, parce que parfois c'est une visualisation qui mobilise un petit peu des choses. Et elle dit, mon impasse, c'est que lorsque mon mari n'est pas là, je ne suis pas bien. La nuit, si je suis seule, j'ai du mal, alors que je ne partage plus ma chambre avec lui. J'ai peur de mes idées, de ce qui pourrait surgir dans ma tête. Le silence de la maison, cela me perturbe. Je sursaute au moindre bruit. J'ai peur de moi, en fait. J'ai peur d'une bouffée d'angoisse. Je me perds quand je commence à parler comme ça. Le sujet dans la dépression est dans une impasse. Il convient de la reconnaître et puis d'en rechercher les composantes, les termes, pour voir comment la mobiliser. C'est une démarche en plusieurs étapes, comme toujours dans le travail psychique. Donc ma patiente reconnaît l'impasse. Et ce qui se dit pour le moment, c'est autour de l'incapacité à être seule. Parce qu'en fait, ça empêche de mobiliser les relations. Si on a peur de quitter l'autre, eh bien, on n'aborde aucun sujet délicat, on parle de rien. Et donc on finit par s'ennuyer. Et c'est un cercle vicieux. Mais qu'est-ce que mobiliser les relations? Il n'y a pas que la relation à son mari qui est en question. Le quitter ne résoudrait peut-être en rien sa problématique. Ce n'est peut-être pas la question. Pourquoi ressent-elle la retraite comme un vide? Pourquoi cette peur de perdre la mémoire qui l'accroche frénétiquement à ces parties de Scrabble qui peuvent l'occuper des après-midi entiers? Repérer qu'il existe une impasse ne signifie pas d'être en mesure de la dissoudre. C'est un processus qui se constitue au fil de la vie. C'est pourquoi il est à mon sens indispensable d'aller interroger comment le sujet lui-même s'est constitué. Alors aujourd'hui, on doit parler de la relation mère-enfant. Nous pouvons déjà poser qu'il existe une relation entre l'adulte et l'enfant qui est en lui-même, à l'intérieur du sujet que nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a une place pour l'enfant d'autrefois chez l'adulte d'aujourd'hui. Et l'adulte doit avoir une relation avec l'enfant qu'il a été. Peut-être parce que c'est là que nous pouvons retrouver des traces de la relation que les adultes ont eue avec les adultes qui les ont aidés quand ils se sont constitués. Vous voyez la façon dont les choses s'engrènent les unes dans les autres. Or, chez ma patiente, comme chez beaucoup de patients, très peu de souvenirs de l'enfance. Donc l'impasse est très difficile à situer. La complexité fait partie du processus. Nous devons nous contenter des propos d'aujourd'hui. Tout au plus, pouvons-nous entendre ou pointer la préférence de la mère pour le frère aîné, l'intellectuel devenu professeur de faculté. Tant et si bien qu'au fil de ces entretiens, elle va exprimer le désir d'arrêter nos séances. Elle dit ça, c'est difficile de venir. Elle sait bien qu'elle fait quelques liens, mais peut-être justement, elle n'arrive pas à vraiment accepter de les mobiliser. Et il y a un rêve qui arrive, le seul qu'elle va me rapporter, et c'est plutôt un cauchemar. Je la cherchais, ma mère, là où elle habitait. Je ne reconnaissais pas la maison, je savais qu'elle m'attendait. Je tournais autour sans jamais l'atteindre. Je virais et jamais je n'y arrivais. J'avais peur. Arrivé à sa maison, il y avait une toute petite ouverture. Mais comment je vais faire pour entrer chez elle? Et finalement, je ne l'ai pas vue. Elle s'est réveillée en âge et elle dit combien elle pense toujours à sa mère. Et ce cauchemar lui fait penser à un autre rêve répétitif. Il faut que je parte, mais je n'arrive pas à faire ma valise. Et elle se réveille sans être arrivée à partir. Donc elle répète, quitter mon mari, c'est pas possible. Je rêve de le quitter, dit-elle en souriant de un petit peu son jeu de mots. Je rêve de le quitter et en même temps elle rêve qu'elle ne peut pas quitter. Donc c'est vraiment l'impasse. Alors je fais une association d'idées en disant que ces rêves amèneraient à la question de naître, avec cette possibilité de passer par un tout petit espace et de se demander comment on peut passer à travers, passer de l'autre côté. Entrer dans la mer ou en sortir, quitter l'autre ou être en relation. Et elle répond, comment mettre les choses dans le bon sens? Et là, je pense au Scrabble.
peur, parue, purée. Voilà. Et donc elle repart dans quelque chose qui n'a pas de sens. Elle a décroché de la recherche du sens subjectif. Donc la séance s'arrête là-dessus, et puis elle décide même que c'est notre thérapie qui s'arrête, parce qu'elle dit voilà, ça sert à rien, je reviens au Scrabble, je suis dans la purée, ça sert à rien. Et donc elle ne vient plus. Elle a quand même eu entre-temps un contact avec son ancien bureau, son ancien service, qui a fait appel à elle pour quelques heures de travail par semaine. Et donc ça lui fait très plaisir, ça lui fait du bien. Elle va y aller, elle reprend un peu un contact avec sa vie d'avant, un rythme. Et puis, bon, bien évidemment, quand elle décide d'arrêter, je lui dis bien qu'une impasse ne peut se forcer. Cependant, de mon côté, et sans doute du sien, inconsciemment déjà, nous en savons un peu plus au sujet de l'impasse au moment où elle manifeste son blocage. Ce rêve nous montre partout l'inclusion réciproque, rendant impossible la naissance de la subjectivité. L'enfant tourne autour, mais en entrant enfin dans l'espace du face-à-face avec la mère, c'est l'absence. Ne pas pouvoir accéder à son propre visage par absence du visage de l'autre. Dépression chez cette mère sans visage, dépression inaperçue chez l'enfant, ou bien dépression déclarée chez l'enfant devenu adulte. L'impasse, nouée par la relation mère-enfant, qui ne libère pas la subjectivité, se répète au moment où la relation thérapeute-patient tente d'ouvrir la voie de cette subjectivité. Donc ce rêve, effectivement, qui arrive vraiment enfin, et il nous donne une visualisation de ce qui se passe. Alors, la deuxième partie est liée au fait que Madame B reprend rendez-vous en 2018. La grande nouvelle qui déclenche cette deuxième démarche envers moi est que son fils attend un enfant. Cela fait ressurgir des peurs. Alors même que la grossesse ne fait que commencer, elle a peur que le couple parental ne lui laisse pas l'enfant à garder et qu'elle ne le voie jamais. Ils ont déménagé depuis peu, ils ne sont pas vraiment très loin, ils ont peut-être fait 3 rues, ils sont partis de 3 rues plus loin, mais elle vit ça comme une séparation. Ils ont au début mis de la distance, mais elle voit bien que petit à petit, ils acceptent d'être aidés. Mais cela ne la rassure que transitoirement. L'anxiété domine, le vide aussi, la sensation d'une vie vouée à rester vide. Le Scrabble, toujours, occupe ses journées. Quand je viens la chercher dans la salle d'attente, il n'est pas rare qu'elle soit sur son téléphone en train de jouer. Elle s'étonne de la joie en attendant un enfant, mais c'est dans les livres, ça. Elle verbalise bien alors ne pas avoir décelé d'intérêt chez sa propre mère à attendre un enfant. Puis elle fait silence. Elle ressent de l'anxiété. Plusieurs mois passent ainsi, jusqu'au jour où elle arrive avec un grand sourire dans mon cabinet. Mon petit-fils est né. Puis immédiatement, j'ai peur de ne pas pouvoir le voir. Comme toujours au moment d'une naissance, il y a au moins des choses à raconter. C'est un petit poids, 2,5 kg. Jérôme, lui, faisait 3 kg à la naissance. Mon père est venu me voir à la maternité. Il a dit « Oh, il est petit, rien d'autre ». Et il s'est suicidé en juillet de la même année. Tous les souvenirs reviennent. C'est vraiment un événement heureux, mais que je n'ai pas connu pendant ma grossesse. J'ai vu un psy jusqu'à la fin. On m'a même fait une piqûre de Tranxène au moment de l'accouchement. Ils ont eu peur que je fasse une psychose puerpérale. Le bébé a dormi 2 jours. Pendant 3 mois, Jérôme a plutôt été un poids qu'autre chose. Le psy n'a pas voulu que j'allaite à cause du traitement. J'avais la tête dans le sac, en me disant que j'aimerais bien me séparer de ce petit. Mais après, ça allait. Je l'ai fait suivre dès l'âge de 5 ans en CMPP. Il avait un retard de langage important, mais après, c'est allé bien. J'ai toujours ce souci de l'hérédité de la maladie mentale. J'ai un neveu qui ne va pas bien. Et elle finit par conclure, l'ambiance dans laquelle j'ai grandi m'a rendue inquiète.
Première allusion à l'impact du climat relationnel sur l'enfant qui grandira ensuite avec cela en lui. Pour ces inquiétudes actuelles, durant les séances très proches de la naissance, celles-ci se montrent de deux sortes. L'angoisse de ne pas avoir de place auprès de l'enfant et l'angoisse que l'enfant ne soit pas normal. Elles me concernent bien qu'en l'absence de confirmation par un vécu, pour le moment ce ne sont là que des projections sur cet enfant ou sur ses parents. Je lui montre comment le fait d'être déprimé lui fait projeter des visions négatives sur la situation. C'est la première fois que nous pouvons avoir accès à la question de la relation, que nous pouvons dire combien elle est là avant même que la rencontre avec l'enfant ait lieu, et combien la situation de l'adulte impacte la façon dont il prépare cette relation avec l'enfant. Cette dépression en elle est devenue comme une façon d'être qui lui donne un certain regard sur ce qui se passe ou va se passer. Elle voit le monde au travers de sa dépression sans s'en rendre compte vraiment. L'enfant grandit. Elle me dit avec soulagement. Le petit-fils a fait des progrès. Il commence à suivre le regard. J'ai peur de l'autisme. Et mon fils m'a avoué qu'il avait eu les mêmes craintes lui aussi. C'est étrange. Je lui dis que son fils a sans doute des traces dans le vécu de quand il était enfant. Elle enchaîne. Oui, il ne parlait pas bien à 4 ans. Il a eu ce suivi jusqu'à 10 ans. Ils ont craint le pire. Je lui demande alors si elle s'est déjà questionnée sur un lien possible entre les symptômes de son enfant et ses craintes à elle, portées par son regard anxieux sur lui. Là, elle ne sait pas trop, mais enfin, je lui fais remarquer ces liens possibles. Car on peut noter qu'un regard anxieux et un symptôme qui suscite de l'anxiété, un regard anxieux chez l'adulte et un symptôme qui suscite de l'anxiété chez l'enfant se répondent bien. C'est une circularité, et c'est ça que j'essaye de lui faire remarquer. La relation mère-enfant est une circularité. La mère est là avant l'enfant, elle reçoit l'enfant, et l'enfant répond aux attentes de la mère. Cela fonctionne pour les bonnes choses, positives, mais cela fonctionne également pour les choses négatives. Après m'avoir dit qu'elle n'avait jamais fait ce lien, elle déroule un récit important. Mon frère aîné était beaucoup plus intelligent que moi. Le regard, c'est sûr, il était le premier, donc il a eu pour lui tout entier. Fils unique pendant 9 ans. Petite, on se moquait de moi parce que j'étais inattentive. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Mon père était particulier et je portais ma mère au nu. Oui, il s'est joué des choses. Donc on voit qu'elle commence à faire des liens, à avoir des souvenirs, et des choses qui reviennent. Avait-il envie de n'avoir qu'un seul enfant? Nous étions 6 dans un 2 pièces ensuite. À mon arrivée, il n'y avait plus de place pour le piano de mon frère. Et après moi, ils en ont quand même eu 2 autres. Je ne sais pas ce qui s'est passé vis-à-vis de moi. J'ai très peu de souvenirs. Elle me dit aussi que son fils supporte très mal qu'elle prenne un traitement. Cela me permet de lui faire entendre que son fils, en tant qu'enfant, a sans doute été très réceptif à son état psychologique à elle. Et que ça le touche de voir qu'elle ne va pas bien. Nous évoquons pour une première fois le fait que sa dépression puisse avoir des liens avec les conditions de son enfance. Mais ce travail n'en demeure pas moins pénible pour elle. Elle éprouve de la difficulté à dire les mots sur son mal-être. Elle pense toujours au Scrabble, à faire des mots, à les trouver. Mais ce sont des mots qui n'ont aucun sens pour elle et aucun lien avec son histoire. L'enfant sourit. Il a passé ses 3 mois. Il évolue. Mais lentement, dit-elle encore une fois. Elle concède malgré tout que son fils lui donne plus de nouvelles, qu'il fait plus appel à elle. Elle garde l'enfant, mais chez les parents encore, et seulement quelques heures. Alors que eux, les grands-parents, ont fait une chambre pour le petit chez eux. Elle ajoute quand même, c'est déjà ça, par rapport à toutes les craintes qu'elle avait au départ de ne pas voir du tout son petit-fils. Et elle ajoute avec une pointe d'humour, chez moi, une nouvelle ne peut jamais être une bonne nouvelle. Puis, elle dit, finalement, je ne suis pas si fragile que ça. Cette remarque sur sa fragilité montre qu'elle commence à se distancier de ce qui a peut-être été porté par le regard des adultes sur elle. Je vais m'en servir pour réagir à une autre phrase qu'elle prononce
en m'annonçant le décès de la maman de sa belle-fille. Celle-ci vivait en Angleterre. La petite famille était partie pour la visiter parce que son état, elle était déjà malade, hein, mais son état était entre deux. Donc la belle-fille voulait voir sa mère et ma patiente devait les rejoindre pour quelques jours et donc passer dans la famille des moments voilà, dans la famille. Mais cette dame est décédée finalement très vite et le voyage de ma patiente a été annulé. Son fils, la belle-fille et le petit étaient déjà là-bas. Et elle me dit, heureusement que je n'y étais pas là-bas. Et moi je trouve cette remarque curieuse, parce qu'il me semble qu'elle aurait pu avoir en fait l'idée d'avoir pu voir cette dame une dernière fois, ou de pouvoir aider les parents pendant tous les événements qui peuvent se dérouler autour d'un décès. Et moi je me demande pourquoi elle dit ça. Je fais un lien avec cette vision qu'elle a d'elle-même d'être fragile. Est-ce qu'il y aurait un évitement? Est-ce que le fait de dire ça, c'est d'avoir l'idée qu'elle devait se protéger de la mort? Ma question amène un souvenir, celui du décès d'un membre de la famille quand elle était enfant, de son désir à elle de voir la personne morte et du refus de sa mère. Trop fragile pour faire face? Pourquoi la mère projette-t-elle cela sur sa fille? Pourquoi la préserver de la question de l'absence de l'autre? Pourquoi la voir fragile? N'est-ce pas là une attitude susceptible de bloquer la subjectivité d'une enfant? Enfin, ça fait partie de tout un corpus, évidemment. Hein. Tout ça, ça se passe dans des expériences multiples qui se répètent sans arrêt, mais les souvenirs permettent de tirer un peu des exemples de ce qui pouvait se passer. Protéger un enfant est nécessaire, mais une trop forte inquiétude va nuire. La limite entre le trop et le pas assez est souvent difficile à trouver. Alors le dernier paragraphe de cette observation, ça va être ce qu'elle va dire à un moment. « Mon petit-fils illumine ma vie ». Elle me dit ça lors de la dernière consultation que nous avons eue, et elle me dit « Je ne parle que de lui. Est-ce que c'est normal ?» Ça y est, il sourit, et à tout le monde. Par contre, il ne parle pas. Bon, il n'a que 5 mois. Même pas de gazouille. Et de nouveau inquiète. Il n'aime pas le lait. Ah, mais c'est vrai que moi non plus, je n'aime pas le lait. Et donc, à ce moment-là, ça devient un peu autre chose. Et elle dit, rien que l'odeur, ah oui, sa mère l'a allaité très longtemps, pendant 3 ans. Et elle est toute contente de pouvoir annoncer à son fils qu'elle non plus n'aimait pas le lait. Donc ça fait un lien avec le petit-fils. Donc il y a un peu de joie qui arrive petit à petit. Et la séance se termine sur « Ma sœur aussi ira chercher le bébé à la crèche. Ça va lui faire du bien. Les bébés, ça fait du bien. » Et moi de demander pourquoi. Voilà, nous en sommes là avec elle, un peu dans ce parcours qu'elle fait. Et donc j'ai un petit peu tracé quelques lignes pour conclure, pour qu'on puisse réfléchir et en parler. Alors, pourquoi les bébés seraient-ils antidépresseurs? Là où la dépression se montre comme une coupure interne entre soi et sa propre subjectivité, comme une absence en soi, une absence de visage liée à une absence du visage de la mère qui renverrait à l'enfant le sentiment d'exister, nous pouvons assister comme en direct dans cette observation, au travers du discours de la patiente, à la restauration d'une boucle relationnelle entre l'adulte et l'enfant. L'enfant en elle, à partir de l'enfant de son fils. Et le sentiment dépressif vacille, une lumière apparaît qui peu à peu prend la place du vide et des peurs. Ce bébé lui rend l'accès au regard sur le bébé, au regard du bébé, au sourire qu'elle avait perdu dans la relation à une mère, soit déprimée, soit prise par son premier enfant. Je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Mais bien sûr, ce n'est pas le bébé lui-même qui est antidépresseur. C'est la relation qu'il vient restaurer, la relation mère-enfant, celle qui construit le sujet dans une relation à lui-même. Alors, quels peuvent être les mécanismes qu'on peut envisager, les mécanismes de la dépression? Ma patiente a masqué cette absence dans la relation à sa mère par une idéalisation. Je la montais au nu. Et elle a adopté, par adaptation,
les différences faites entre elle et le frère aîné, acceptant de se croire moins intelligente, moins satisfaisante, acceptant de se vider peu à peu d'elle-même pour correspondre à ce manque de reconnaissance dans le regard. Le manque dans le regard de l'adulte crée du vide dans le dedans de l'enfant. Pour conserver une boucle indispensable à l'enfant, cela se correspond, se répond. Répondre au regard avant tout, quitte à y répondre en se vidant de soi. Quand elle essaie de se remplir, c'est se remplir d'une capacité artificielle de trouver les mots du Scrabble. C'est se donner la forme d'une intelligence fantôme, dans la performance, dans la comparaison toujours avec l'autre qui risquera de faire mieux. La performance rejoue la position du frère. Lui, il a été performant. La performance remplace le sens des mots, leur sens dans une relation où parler serait vraiment utile pour dire ce que l'on pense, pour dire ce que l'on ressent, pour exister dans une subjectivité face à l'autre, pour se positionner. C'est ainsi que ces patients déprimés depuis la toute petite enfance ne se savent pas déprimés, comme ils le ressentiraient à la suite d'un événement précis. C'est devenu une façon d'être, une façon d'exister, inconsciente, et on comprend qu'il soit si difficile déjà d'identifier la dépression, qui peut se masquer sous toutes sortes d'apparences, difficile ensuite de la détacher d'une façon d'être qui est la seule que le patient connaisse, et de libérer cette subjectivité que le sujet n'a jamais découverte. Ce n'est ni une dépression qui survient dans le courant de la vie et qui recouvre momentanément une subjectivité que le sujet a connue, ni ce que Sami Ali nous a appris à identifier, le banal comme fonctionnement, mais qui ne comporte pas cet affect de tristesse et ces angoisses. Une dépression en soi qui serait là, comme ça. J'ai une patiente encore ce matin qui dit « mais j'ai tout pour être heureuse et ça va pas ». Et elle prend un antidépresseur, elle aussi, un peu le même schéma. Lorsqu'on soulève cette hypothèse d'une dépression de l'enfance, le sujet est totalement surpris. C'est une autre vision de soi, inédite, qui devient possible et qui peut laisser un temps dans le désarroi ou l'incrédulité. Il faut que la relation avec le thérapeute soit suffisamment installée pour soutenir une construction à venir, car révéler le vide dans la relation à la mère heurte toutes les constructions défensives établies depuis toujours. C'est pour cela que ce bébé semble rendre à Madame B du sens dans sa vie. Je ne pense qu'à lui, je ne parle que de lui. Et puis elle ajoute, mais est-ce que c'est normal? Comme si être en relation était étrange et même suspect. Elle n'est pas encore prête à répondre à ce « pourquoi les bébés font-ils du bien ?» Question que je ne lui pose que pour ouvrir la voie dans son écoute inconsciente. Elle n'est pas encore prête à mesurer combien elle a manqué de relation avec sa mère. C'est comme si les bébés ne souriaient que par leur propre capacité, comme on trouve des mots au Scrabble, et non parce qu'on leur sourit, parce qu'on leur parle, qu'on les attend et qu'on attend des choses d'eux. Alors les mécanismes qui peuvent permettre de lutter contre la dépression, nous voyons que dans cette observation, dès l'annonce d'une grossesse, des questions un peu surprenantes apparaissent. Est-ce que je vais pouvoir le voir? Est-ce qu'il va me sourire? Est-ce qu'il va me parler? Et des questions qui partent en cascade et qui attirent mon attention. Contrairement aux propos antérieurs de la patiente, dont elle ne pouvait en général rien tirer d'intéressant, c'était du rien, du vide, de l'ennui, ces propos-là me font faire des liens, activent et révèlent la présence partout de la relation. Parce que tout de suite, elle se demande si elle va pouvoir le voir, c'est-à-dire si elle va être en relation. C'est tout d'abord l'enfance du fils aussi qui revient dans les souvenirs, en miroir, puis son enfance à elle, dont les souvenirs étaient bloqués et qui maintenant commencent à réapparaître. Donc quelque chose se mobilise en elle. À la naissance de son fils, les inquiétudes étaient bien là, dans la conscience, mais elle n'a pas fait de lien avec sa propre enfance, avec son fonctionnement relationnel en tant que mère. Sans doute parce que c'était encore trop difficile pour elle de remettre en question le fonctionnement de sa propre mère. Je crois qu'avec l'éloignement dans le temps, le départ de cette mère, voilà, aujourd'hui peut-être les choses peuvent mieux s'aborder. Par contre là,
nous voyons bien que cette attente chez elle pendant tous ces mois de la grossesse, nous voyons bien l'attente, et nous voyons bien l'anxiété comme un mode de relation à l'enfant. L'inquiétude montre que c'est par le manque, par l'absence, que la relation à l'enfant est abordée. Elle n'aura pas de place pour lui, elle, la grand-mère, n'aura pas de place pour l'enfant, il ne va pas être normal. Au fond, cela veut dire la relation ne va pas pouvoir s'établir. Alors nous pouvons l'aider à entendre le rôle de la relation dans sa problématique anxieuse et bloquée et chercher à savoir comment une relation va s'établir avec cet enfant. Bien sûr, il y a l'hérédité qui entre en jeu, il y a l'ombre du père malade qui pourrait justifier des inquiétudes au sujet de la santé de l'enfant. Mais elle pourrait les tempérer en disant que finalement son fils s'est bien développé, que le frère va bien. Là, finalement, on sent bien que les inquiétudes sont beaucoup plus de la projection de sa propre absence, de son propre vide. Car c'est toute la réalité qu'elle voit comme ça. La projection dessine tout son champ d'une vision bloquée, de la vision d'une situation bloquée. Nous comprenons là l'installation de sa dépression depuis la toute petite enfance. Ça dessine toute sa réalité. Et l'arrivée de cet enfant vient montrer que ces projections vont pouvoir évoluer grâce à la relation réelle. Elle va pouvoir très lentement se rassurer. Si les bébés sont antidépresseurs, c'est qu'ils viennent pousser à la relation dans laquelle on se sent exister et qu'il faut apprendre à accueillir. C'est finalement la liberté de se projeter qui est antidépressive. Liberté d'un regard propre sur soi, constitué tout d'abord grâce au regard de l'autre qui a agi comme un espace pour nous recevoir. Alors, dépression de l'adulte, dépression de l'enfant, nous vérifions déjà en observant ce qui déclenche en elle la grossesse, puis l'arrivée de son petit-fils, combien la relation est présente pour l'adulte avant la naissance de l'enfant. Confirmation de ce que Sami Ali ne cesse de répéter. L'enfant qui va arriver, puis qui arrive, est déjà placé dans un contexte sous des projections. Ici, dans son cas, ce sont des projections anxieuses, en lien avec son propre manque d'un regard porteur pour elle. La peur qu'il ne sourie pas, la peur de l'autisme, qu'il ne parle pas, qu'il n'interagisse pas. Et puis, dans la réalité d'aujourd'hui, pourquoi cela déclenche tant de plaisir, tant de joie que de voir cet enfant lui sourire? C'est la question du visage qui est posée, une des phases majeures de la relation mère-enfant que nous avons déjà souvent évoquée ici. De la réceptivité de l'adulte au sourire de l'enfant, dans un renvoi circulaire de son propre sourire, dépend le devenir psychique d'un individu et sans doute de son devenir somatique. Tant d'adultes sont dans une dépression à peine nommée, souvent masquée, par des addictions en particulier, par de l'insomnie bien souvent, provenant d'une relation parent-enfant trop peu chargée en présence et en véritable face-à-face. Plusieurs de mes patients dépressifs doivent aborder pour comprendre leurs symptômes la mauvaise qualité de cette relation et évoquer la dépression de l'enfant, c'est souvent un choc pour eux. Comment faire si ça remonte à si longtemps, à tout ce temps-là? Que faire? Ils s'étaient juste fait une raison de cette mauvaise relation, pensaient que cela agit sur leur propre psychologie, que c'est cela qui les déprime, ça ouvre une porte. Mais cela va leur imposer de penser la relation, de travailler en eux-mêmes l'impact de la relation, puis finalement la capacité d'être seul. Parce que paradoxalement, c'est avec l'autre que l'on apprend la capacité à être seul. Il s'agit de parvenir à intérioriser l'autre en soi. Le doudou est sur ce chemin, une des étapes pour acquérir la capacité à être seul, car il ne s'agit pas de se passer brutalement de l'autre, comme a pu le croire ce parent qui a arraché le doudou de son fils et l'a jeté par la fenêtre, ce patient toxicomane qui me raconte ça des années après. En conclusion, nous aurons fait avec cette patiente un parcours particulier. C'est en attendant l'arrivée d'un enfant que se révèle l'origine très précoce de sa dépression. Nous comprenons alors comment s'entrelacent les projections entre adultes et enfants dans une circularité qui met souvent à l'épreuve notre écoute pour parvenir à resituer la façon dont les symptômes trouvent leur mode de constitution. En effet, je dirais que les symptômes participent à notre constitution. Ils sont des appuis que le sujet trouve pour mener à terme une constitution entravée par une relation
elle-même porteuse de symptômes. Enfin, c'est vraiment la circularité partout. Donc c'est vraiment la complexité de notre constitution qui dépend de la relation et donc qui dépend d'une circularité. Circularité avec l'autre et ensuite circularité à l'intérieur de soi. Un cercle qui peut être vicieux mais qui peut être vertueux. Voilà. Bien, on te remercie. Ce travail appliqué. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Prenez votre temps quand même. En t'écoutant, j'ai entendu le mot Scrabble. Je ne savais pas l'origine, alors j'ai regardé Google. Et j'ai appris que le Scrabble a été inventé par un architecte américain du nom d'Alfred Mosher, je ne sais pas quoi, qui en 1929 a été au chômage. 1929, c'est l'année de la dépression. Et il était déprimé et il a inventé le Scrabble. Ouais. Merci. Et oui, ça vient tout dire. Et oui, l'utilisation des mots vides de sens, quoi. Les mots qui ne sont là que pour la performance chiffrée. Donc il y a quand même la recherche du vocabulaire, il y a quand même la combinatoire, la façon de... Bien sûr, c'est pas que banal, hein, pas du tout. Le jeu. Alors, oui, mais encore faut-il que ça se joue. Là, comme maintenant avec les tablettes, les gens ils sont tout seuls et ils jouent sans voir avec qui ils jouent. Bon, il y a toujours de l'autre. Hein. On peut très bien. Ça ne veut pas dire que le Scrabble, c'est les gens déprimés qui jouent au Scrabble. C'est chez elle. Chez elle surtout parce qu'elle vraiment elle s'aperçoit que quand elle commence, elle peut passer, mais vraiment tout l'après-midi et presque tous les jours de la semaine. Quoi. Oui, on voit qu'il y a un refoulement de la fonction imaginaire sévère. Ah oui, complètement. Hein, c'est-à-dire vraiment dans l'affect neutralisé, il n'y a pas d'affect. Ah oui. Alors effectivement, elle passe de l'angoisse à la dépression à travers ses projections anxieuses. Et la plupart du temps, elle reste quand même dans cette dépression que je dirais essentielle. Voilà, existentielle. Essentielle, c'est la dépression essentielle que les psychanalystes appellent la dépression sans préconscience, c'est-à-dire c'est un état de vie, je dirais, végétatif, où rien ne se passe. Ni haut ni bas, on est dans la norme, et les choses se déroulent de façon linéaire, sans plaisir. Il n'y a pas de plaisir non plus, pas d'affect, pas de rêve. Alors, je serais curieux de réentendre le rêve, parce que tu l'as dit un peu rapidement, c'est le seul rêve unique. Le seul rêve que j'ai, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que j'ai fait le début, mais je n'ai pas la fin. Alors, elle commence comme ça, en disant « Je la cherchais, ma mère, oui. là où elle habitait. Je ne reconnaissais pas la maison, je savais qu'elle m'attendait, je tournais autour sans jamais l'atteindre. Je virais et jamais je n'y arrivais. J'avais peur. Arrivé à sa maison, il y avait une toute petite ouverture et je me demandais comment je vais faire pour entrer chez elle. Finalement, elle rentre, elle dit « Je ne l'ai pas vue ». Elle rentre dans la maison. Elle rentre dans la maison et il n'y a personne, c'est l'absence. Oui, pas de relation. Pas de relation, pas de présence. Il y a la consigne d'y aller, puisque la mère l'attend, donc elle est dans le devoir quand même d'aller rendre visite à sa mère. Ah, c'est la mère qui lui dit au départ je savais qu'elle m'attendait. Je savais qu'elle m'attendait, ça voulait dire viens me voir. Voilà, comme elle disait qu'elle appelait un petit peu parfois à l'aide, ou enfin quand elle était âgée et toute seule, mais elle appelait surtout le fils aîné qui lui venait pas. Donc il y a cette relation vraiment, je pense que cette mère a été très très prise par son fils aîné. Oui, et ma patiente... Oui, parce que là il y a quand même l'attente, je l'attendais, l'attente sans fin, c'est-à-dire comme si le temps était suspendu là aussi, mais elle dit qu'elle tourne en rond dans le rêve, hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle est dans quelque chose finalement où le temps est répétitif, il y a comme ça cette circularité par contre temporelle, oui, comme sans elle doute dit, comme des choses qui se répètent, la routine en quelque
quelque sorte. Oui, comme elle dit, je boucle sur ma mère. C'est ça. C'est-à-dire, elle a toujours un peu les mêmes idées qui viennent en boucle. Donc c'est vraiment, ça tourne. Et donc c'est à ce moment-là, quand elle se rêve qu'elle décide de partir de séance. Ben, elle avait déjà dit qu'elle pensait arrêter. Oui, Mais elle me dit oui, j'ai fait un rêve. Donc il y a quand même un rêve qui a pu se dire à cette dernière séance, mais elle avait déjà pris sa décision d'arrêter. Donc est-ce que le rêve est arrivé une fois, elle avait déjà pris sa décision et ce rêve quand même apporte quelque chose. Oui, c'est créatif là. Ouais. Justement, il y avait toujours la même chose et là surgit un rêve. Voilà, hein, il y a quand même au départ. C'est ça. Au moment de la séparation. Alors elle revient un an après, en m'annonçant que ce qui la motive pour revenir, c'est que justement son fils attend un enfant. Et donc elle a de nouveau des peurs et des inquiétudes qui ressurgissent. Oui. Elle agit avec toi, donc, elle agit avec toi comme avec la mère. Hein. Il y a quand même un rêve transférentiel du point de vue de ce qu'elle attend de la relation, mais sans rien demander, bien évidemment. Alors, effectivement, on a l'impression qu'après ce rêve, elle te quitte, mais comme elle n'a pas trouvé la mère, c'est-à-dire, moi je l'aurais interprété aussi dans le transfert relationnel, c'est-à-dire il y a quelque chose on n'y accède pas, on n'y arrive pas, on ne trouve pas, je dirais, on trouve personne. Voilà, mais c'est elle qui décide de partir, alors que moi je suis là. Voilà, mais effectivement, elle décide de partir, elle ne trouve personne. Puis après, c'est-à-dire que le rêve fait qu'il n'y a eu aucune possibilité de rencontre. Avec sa mère, certainement, ça s'est passé comme ça. Mais c'est ce qui l'inquiète, dès que son fils attend un enfant, elle a peur de ne pas rencontrer cet enfant. Tout de suite, elle dit, j'ai peur de ne pas le voir, ils ne me le montreront pas, ils ne voudront pas qu'on le garde, et peut-être il ne sera pas normal. Donc même si elle le gardait, l'enfant lui-même pourrait ne pas être dans la relation. Donc vraiment, c'est de tous les côtés. Oui, il y a peu de rencontres, son mari, tout ça, c'est pas des rencontres, c'est comme si elle vit à côté. Oui, son mari, ils vivent quasiment à côté. Donc c'est des gens qui prennent des antidépresseurs. C'est vrai que s'ils arrêtent, ils ne sont pas bien. Mais ils n'arrivent pas à identifier ce qui fait dépression. Parce qu'il n'y a pas un événement particulier. Je vais parler autour de cette patiente. Parce que cette patiente, c'est une patiente, on va dire, commune. On peut tous rencontrer dans une pratique qui existe dans chaque journée de pratique. Et à un moment donné, il me semble que le terme souvent que tu emploies, c'est le banal. La banalisation de la vie. Le fait que la vie n'apporte plus sa source d'excitation nécessaire. Et qu'attendent souvent ces patients, c'est cette coexcitation thérapeutique. Le fait qu'en séance, quelque chose s'agite, s'excite. Et c'est vrai qu'à la base, c'est d'ordre transférentiel, comme dans toute analyse. Il faut qu'une relation transférentielle provoque cette coexcitation psychique qui parfois, au départ, cette excitation psychique qui parfois n'existe pas chez le patient ou la patiente, mais qu'il puise chez le thérapeute. C'est un mouvement, une dynamique de transfert. C'est vrai que c'est-à-dire l'opposé du banal, c'est le rêve. On voit que cette femme n'a pas de souvenir de rêve, n'a pas d'émotion non plus, puisque l'affect est toujours neutre. Alors,
se passe rien. Voilà. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de rêve. Elle a de la tristesse quand même, hein, et des angoisses et des peurs. Enfin, elle Oui, n'est pas quand complètement dans le quand tu bonheur. as travaillé ça, quelque chose, alors ce qui est à un moment, c'est cette histoire qu'on lui enlève l'antidépresseur, ça c'est intéressant. Parce que l'antidépresseur, quand même, ça indifférencie, ça banalise. Ça coupe C'est des fait pour émotions, ça. ça coupe des émotions. Ça coupe un peu des affects. Donc, évidemment, elle a trouvé sa petite sœur avec l'antidépresseur. Ceci dit, quand on lui enlève, voilà, ressurgit, je pense, tout ce vide, enfin, tout cet ennui Oui, qui elle dit devient bien- insupportable, qu'elle ne peut pas banaliser. Ou alors, elle dit aussi qu'elle a peur d'elle-même, en fait. Aussi. Elle a peur de ce qui pourrait venir d'elle, en fait. Quand la maison est silencieuse, quand le mari n'est pas là, elle dit elle a peur d'être seule avec elle-même, en fait. Oui, parce qu'elle n'a jamais existé. Parce que, ben oui, Elle n'a jamais c'est existé. ça. Donc, C'est ça, et qu'elle a peur d'exister. Elle a peur. exister, c'est la folie. Elle a- C'est synonyme voilà, de folie, souvent. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, Oui, dans parce ces qu'elle dit, j'ai pastilles. peur de faire une crise, j'ai peur Ouais. de partir, enfin, comme si c'était n'importe quoi. Ouais. Alors, le banal, c'est dans l'adaptatif extrême. C'est quand on s'adapte. La chose est la chose, elle n'est rien d'autre. Et il n'y a pas Et puis, la chose pour la chose. voilà, peut-être que dans le banal, il n'y a pas besoin d'antidépresseurs. Moi, j'aurais pas donné l'antidépresseur. Ben, elle l'avait, hein, voilà. Oui. Quand je suis arrivée, elle l'avait depuis 15 ans. J'aurais récupéré les angoisses, justement. Ben, ça, elle a essayé, hein. Oui. Elle a essayé Mais une non, autre c'est fois pas facile, de- j'imagine, en tant que voilà. thérapeute. Alors, on essaye de diminuer. On est passé d'un fort à un plus faible. Ouais. Donc, on essaye. Si, le but, c'est un peu ça. Et quand elle est venue me voir, c'était pour ça. C'était pour arrêter l'antidépresseur. Mais d'emblée, comme ça, c'est pas possible. Et là, elle les a toujours. Eh ben, elle en a, voilà, elle est passée d'un Effexor 37,5 à un Séroplex 5. Donc, D'accord. Ouais, c'est un peu moins. on est passé quand même dans une. Voilà. Ouais, mais ça lui sert de contraphobie, en fait. Voilà, j'essaye de. Mais c'est vrai que pour pouvoir se passer de l'antidépresseur, il faut qu'il y ait quelque chose qui se construise à la place, quoi. Alors, c'est vrai que l'arrivée du petit-fils, voilà, ça redonne quelque chose. Ah oui, ça, c'est discutable. Voilà. Elle a trouvé enfin une projection à laquelle s'identifier ou à recommencer quelque chose. Hein. Là, on voit qu'il y a une de se remettre projection. en relation, enfin Une projection avec le et de petit-fils. pouvoir- Voilà, oui, oui. Mais que les projections puissent être positives, quoi. Oui. Oui, Et le de garde, retrouver effectivement. et même de trouver une relation, parce que même avec son fils, ça a été difficile. Hein. Ouais, j'imagine. La relation avec le fils, elle n'est pas évidente. Hein. Donc, non. Ouais, Il y en a peut-être qui veulent réagir, non, à la dépression. Vous aviez parlé qu'elle avait trouvé son père qui s'était suicidé, c'est ça? ouais. Et du coup, ça, elle l'avait pas pendant vos séances? Pardon. Elle en reparle de ça? Elle en a parlé une ou deux fois pour le citer, mais bon, je crois qu'elle a tellement vu son père toute sa vie mal que ça a été un événement de plus, mais pas, certainement difficile, hein, bien sûr, mais de toute façon, il était, alors il faisait peur aux enfants quand ils étaient petits. Il avait des colères, il avait donc puis des moments où il était complètement absent, des moments d'hospitalisation. Ouais, c'est sûr que ça, il y a toujours la question de l'hérédité qui plane un peu. Enfin, Oui, parce qu'il y a vraiment une énigme avec sa mère, hein. Ça c'est clair. Hein. Et ce rêve, il est assez énigmatique par rapport à la mère. Et c'est cette petite porte-là, c'est cette petite porte qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'elle veut dire par une petite porte? Elle veut parler de quelque chose d'anormal, c'est-à-dire petit, comme quelque chose effectivement qui n'existe pas dans la réalité. Qu'est-ce qu'elle veut dire par une petite porte? une petite porte par laquelle il serait difficile de passer avec un corps comme on a, un corps d'adulte. Peut-être justement ça renvoie à l'enfance et à l'adulte. C'est pour ça que moi ça m'a fait penser à la naissance. Et en même temps, c'est peut-être une réponse à la question de l'impasse. C'est-à-dire, dans la thérapie, on cherche à passer de l'autre côté, à sortir de l'impasse.
Donc on est vraiment dans un espace d'inclusion réciproque où aller chercher la mère, aller chercher la relation pour se sortir de la dépression et en même temps aller constater que la mère n'est pas là et donc ça fait la dépression. Enfin, il y a les deux qui se... C'est ne pas la trouver comme elle, ne pas trouver son chemin, puisqu'elle tourne en rond, je crois c'est ça, hein, elle tourne en rond autour de la maison, c'est ça, elle cherche le moyen d'entrer. D'abord elle cherche la maison, elle tourne dans les rues et elle ne trouve pas la maison. Et quand elle trouve la maison, il n'y a qu'une toute petite ouverture. D'accord. Oui, ça fait allusion au passé, ça. Voilà, ça fait allusion au passé. Oui, ou quelque chose qui a existé peut-être à un moment donné, en termes de relation avec la mère. Et que elle a été allaitée il y a longtemps. Elle a été allaitée longtemps. Voilà, c'est ça. Mais bon, elle dit bien qu'elle n'aime pas le lait. Enfin, ça ne s'est pas bien terminé. Non, je pense vraiment que le frère qui a tout un prestige, parce qu'il est professeur de faculté. Donc quand elle faisait l'université interâge, il était professeur, il donnait des cours, donc elle était toujours en dessous, quoi. Elle dit toujours, elle, de toute façon, qu'elle n'est pas très intelligente, elle manque d'attention. Depuis toute petite, si on la compare à un enfant qui a 9 ans de plus qu'elle, évidemment, ne peut pas être aussi rapide. Et c'est le père qui était bipolaire? Oui. Le père, il y a ça aussi. Et oui, bien sûr, il y a ça. Oui. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie aussi de la sexualisation psychique de la relation. Parce que quelque part, quand arrive un enfant, se resexualise le psychisme de la mère et de l'enfant. La mère qui va sexualiser son enfant. Et je pense qu'il y a des relations sexualisées psychiquement et d'autres relations qui ne le sont pas. Une personne peut être en lien dans sa vie avec de nombreuses personnes, mais n'est pas en relation sexuellement investie. Et ces relations-là sont des relations banalisées, qui ne servent pas à l'économie psychique des patients. Et quand je reviens sur le mot transfert, parce que le transfert c'est une relation justement psychiquement très sexualisée, très investie psychiquement. S'il n'y a pas de transfert, la relation ne sert pas à grand chose. C'est une relation. Voilà, mais moi je pense. Oui, c'est pas tellement la sexualité, parce que là, de toute façon, moi il me semble qu'on est très loin justement de cette sexualisation psychique, ou d'avoir accès à la question du symbolique ou du désir, ou du sujet désirant. Hein. Là, elle est plutôt morte-vivante, hein, c'est-à-dire elle existe sans exister. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, après, tu disais que peut-être le fait qu'elle ait apporté ce rêve, ou qu'elle ait établi un transfert avec Hélène, il y aurait quelque chose là. Je sais pas bien si tu veux. Je vais préciser. Par rapport à, ne serait-ce que ma propre vie, dans la vie, je peux avoir de très nombreuses relations, mais ces relations, on va dire, sont communes, banales, mais si un jour je me sens un peu déprimé ou quelque chose comme ça, je vais parfois écouter une conférence d'une personne qui, tout d'un coup, va réexciter mon psychisme. Et ça redonne de la vie de la relation. Mais c'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement sexuel, c'est la question d'être, enfin, c'est l'excitation de l'existence. C'est la capacité où joue la sexualité. Je veux dire l'excitation, l'intérêt qu'on peut avoir. Parce que justement, si on veut parler de la relation bébé
Mais c'est plus global que la sexualité, c'est l'être, globalement. Enfin, c'est pas seulement de la sexualisation. Il y a la psychanalyse. Oui, bien sûr. Mais, sexuelle, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même la question de la pensée, que l'enfant soit vu aussi comme quelqu'un qui aura une pensée. C'est-à-dire que le lien avec le corps débouche aussi sur une unité plus globale entre le corps et la pensée. Donc forcément, l'identité sexuelle, ça fait partie d'un ensemble plus vaste, plus large. Oui. Mais je suis d'accord, il y a une sexualisation psychique, on peut considérer ça depuis le départ au niveau des relations, mais en tout cas, c'est pas son cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, dans d'autres, effectivement, c'est pas son cas. On voit que la question du désir, même autour de la naissance, mais d'ailleurs, puisqu'elle a été un peu fabriquée comme ça, elle reproduit un peu ce que la fabrique a fabriqué. Donc on voit bien aussi que vis-à-vis de son fils, il n'y a pas cette histoire de cérémonie, enfin de lune de miel, avec l'histoire de l'enfant mâle en plus, c'est-à-dire masculin, etc. On voit qu'elle dit qu'elle est incapable même, qu'elle a été incapable d'élever même l'enfant. Enfin, donc, même si elle ne le dit pas. Elle a eu du mal à enclencher la relation, mais après elle s'en est occupée, mais c'est vrai qu'elle a eu un moment où elle a voulu partir. On peut dire qu'elle n'a pas eu cette espèce de désir au sens du désir. Et c'est pour ça que c'est la question peut-être du visage qui se pose avant tout. Avant d'être sexué, c'est la question d'avoir un visage. Donc avec le sourire, le regard. Donc ça c'est déjà avant, c'est essentiel. Évidemment après ça inclut la sexualité, mais au départ, le sourire, le regard, c'est au-delà de la sexualité. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a eu une espèce de déni de la réalité, enfin de la réalité relationnelle qu'elle a pu avoir avec sa mère, vu qu'elle l'a portée au nu, et qu'il n'y a pas eu de relation avec elle, et qu'il y a un transfert sur l'hérédité pour trouver une cause de sa pathologie? Oui, elle dit bien que pendant tout un temps, elle voyait la maladie du père était évidente et était problématique, et du côté de sa mère, c'était je la portais au nu, il n'y avait rien de problématique. Mais c'est venu, c'est venu petit à petit. Il y a eu un déni de la relation avec la mère. Voilà. Et elle en prend conscience. Bon, elle a fait la même chose avec son fils peut-être, et elle en prend conscience quand son petit-fils arrive, et là elle restaure les choses. Oui, elle a pris conscience quand même de quelque chose au moment de la mort de sa mère, parce que là, elle se dit, est-ce que j'ai fait assez? Mais c'est vrai qu'elle ne se dit pas, est-ce que ma mère a fait assez? Parce qu'elle porte elle-même le poids de ce qui ne s'est pas passé. Elle ne veut pas remettre en question sa mère. Comment? Voilà, c'est-à-dire qu'elle se rend responsable, comme souvent les enfants finalement, qui pensent que c'est eux qui sont responsables de la relation que le parent a avec eux. Donc c'est là, elle dit, je tourne en boucle sur la question du décès de ma mère. Voilà, dans la première partie, sans vraiment avancer. Bon, et c'est quand le petit-fils arrive, il y a des souvenirs qui reviennent de sa mère, de la préférence pour le frère, des choses comme ça. Ça mobilise des choses. Tout ce qui était gelé, elle disait je trouve rien à dire, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous dire, je vous parle mais ça n'avance pas, bon, je vais arrêter. Et là, voilà, avec la naissance du petit
petit-fils, bon, c'est pas faramineux non plus comme le déclenchement de souvenirs et tout ça, mais enfin quand même, elle en arrive à se dire, mais quand même, je suis heureuse là il a souri, je suis contente, ça fait du bien. Voilà. Donc elle a quand même un autre vécu là. Elle sort de son isolement. Voilà, chose qu'elle a pas dit, elle n'a pas vécu ça finalement avec son fils, elle n'a pas dit à un moment, j'étais inquiète au départ, mais après j'étais bien, j'étais heureuse d'avoir. Donc là, avec le petit qui arrive là, elle peut le dire, elle peut l'exprimer. Et c'est vrai que sûrement pendant des années, toute sa vie, sa relation avec sa mère, c'était une mère idéalisée. Bien. Bon. Et puis il ne faut pas mesurer l'ampleur du vide aussi, parce que je crois que là, c'est abyssal, quoi. Si on fait face, comme dans le rêve, dans le cauchemar, hein, où elle s'est réveillée, il n'y avait personne dans la maison en fait, donc c'est l'horreur, elle se réveille, elle est en sueur. Donc c'est ça qui est difficile à aborder après, hein, de reconnaître que l'absence de la mère, c'est très difficile, l'absence relationnelle de la mère. Parce que je crois que les enfants compensent sans arrêt, enfin, ils dénient, ils comblent ce vide, ce manque. Donc ils construisent toute leur vie, toute leur construction est posée un peu là-dessus. Donc du coup, c'est pas possible vraiment de le remettre en question et de mesurer ce vide. Il faut que la relation thérapeutique soit bien ancrée pour qu'ils puissent aborder ce vide-là. Hein, parce que déculpabiliser, quelque part, ça revient à quitter, c'est remettre à l'autre le vide du côté de la mère. c'est ça. Voilà, c'est le remettre du côté de la mère. Quand elle dit, voilà, est-ce que j'en ai fait assez, elle porte, mais mesurer que sa mère ne l'a pas portée dans son regard, s'occuper d'elle, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense visiblement que. C'est peut-être ça aussi qui revient dans le rêve, cette histoire de petit, comme ça, on ne peut pas accéder à la mère parce que c'est tout petit, on ne peut pas passer par la porte de la relation, c'est fermé. Ou alors elle rentre, mais il n'y a rien. Vous l'avez vu combien de fois, enfin, si c'était régulier La patiente, je l'ai vue pendant. Un an et un. Ouais, un peu plus d'un an, deux fois un an à peu près, ou 2 fois. Oui, voilà, un an avant. Et là, depuis 2018, elle est revenue il y a à peu près un an aussi. Et elle vient à quel rythme? Une fois tous les 15 jours. Bien. Et vous gardez une pression combien de temps? 30 minutes, à peu près. Voilà. 30, 40. Et du coup, votre objectif, c'est quoi? Votre objectif, alors, pour cette patiente, c'est de la... parce que vous avez dit que vous ne pouvez pas... parce qu'elle s'est construite sur... Oui. elle s'est construite sur... elle a comblé son vide. Oui. Mais du coup, votre objectif, c'est quoi? C'est d'essayer d'aller dans ce vide-là ou d'essayer qu'elle soit plus ou moins stable, qu'elle se sente vide? Non, moi je vais essayer de l'aider à avancer par rapport à ça, mais à son rythme. Et si elle ne peut pas, comme quand elle a voulu arrêter, je respecte. Voilà, je n'ai pas un objectif, moi, je la suis. Elle veut, j'avance, elle ne veut pas, je la suis en lui délivrant quand même des informations sur l'impasse, sur la relation, l'importance de la relation. Donc j'essaye d'envoyer un peu des messages quand je lui demande, tiens, mais pourquoi ça fait du bien un bébé, enfin, des choses comme ça. Et au fur et à mesure des séances, je vois si elle répond ou pas. Et puis je donne le temps, et puis tant qu'elle le veut, enfin voilà, tant qu'elle vient. Et vous pensez qu'elle peut se remettre en question ou c'est pas... Voilà, je sais pas. Voilà, moi j'ai l'a priori que chacun peut avancer, sinon je ne pourrais pas travailler. Donc
moi, je me dis, il y a moyen. Après, je sais que les défenses, il faut les respecter, et c'est parfois, enfin voilà. Donc, je pousse pas, je pousse pas, je sais pas. Ouais, voilà, en fonction de la demande. En tout cas, merci. Avec Maurice, 15-23 semaines, hein, ouais. Je pense. Merci. Je vous dis à dans 2 semaines ou 3 semaines, vous regardez le programme.